Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, est-ce que l'activité économique de la Principauté reprend des couleurs? Est-ce que les entreprises, malgré la situation, ont sorti la tête de l'eau? Le tourisme et l'événementiel sont deux secteurs qui ont été particulièrement touchés par la crise. Nous en parlerons avec notre premier invité, Salim Zegdar. Puis nous reviendrons sur l'aventure un peu particulière d'un Espagnol. Il est parti sur les traces du navigateur Magellan pour un tour du monde en plusieurs étapes. Alvaro de Marichalard partagera avec nous une partie de son périple. La tempête Alex a fait de graves dégâts dans l'arrière-pays et notamment dans la vallée de la Vésubie. Le département des Alpes-Maritimes avait été placé en vigilance rouge pluie-inondation. Aucun blessé n'est à déplorer à Monaco. De nombreuses dispositions avaient été prises en principauté, Christine Datomel. Oui, effectivement, Émilie, de fortes pluies hier en Principauté, mais vous l'avez vu, aucune inondation n'a été constatée. Pourtant, on s'attendait à bien pire. Le réseau ferroviaire avait été coupé en fin de matinée, les bus suspendus. Alors pourquoi Monaco a été ainsi épargné? Nous avons posé la question à Philippe Mondielli, le directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II. Écoutez-le. On a un bassin versant quand même très limité. Donc par conséquent, les pluies, les précipitations, elles vont tout de suite descendre vers le bas. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en cette saison, donc c'est la première grande pluie que l'on a essentiellement des massifs calcaires qu'on voit derrière moi. Ces massifs calcaires s'appellent des karstes. Et ces karstes, ils ont comme caractéristique de pouvoir absorber ces précipitations pour remplir les nappes d'eau. Si ces nappes d'eau sont pleines, à ce moment-là, tout de suite l'eau va ressortir. Là, ce n'est pas le cas. Donc on a une sorte de zone tampon qui nous permet de nous prévenir, en début de saison en tout cas, de ces fortes pluies. Cette cellule orageuse, c'est quasiment 500 mm d'eau qui sont tombés en 24 heures. C'est énorme. Il faut savoir qu'au même instant, sur la côte, on a eu des cumuls entre 50 et 80 mm, ce qui est relativement, c'est des bonnes pluies, mais c'est relativement banal. Donc ce qui s'est passé à Saint-Martin-Vésubie, c'est tout à fait exceptionnel et c'est évidemment un record. Voilà pour les explications de Philippe Mondielli au micro de Christine Datomel. Plusieurs secteurs ont été touchés de plein fouet par la crise. Nous vous l'annoncions hier, la Société des Bains de Mer a présenté un plan de restructuration et ce n'est pas le seul secteur impacté. Le tourisme et l'événementiel connaissent eux aussi des jours difficiles. Régulièrement d'ailleurs, nous suivons l'évolution de la situation avec les invités qui ont témoigné sur notre antenne. Bonsoir Salim Zegdar. Bonsoir. On avait reçu un chef d'entreprise optimiste et inquiet à la fois avant l'été. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je pense qu'on n'a jamais été aussi bas. Je pense qu'on est en train actuellement d'assister à la mise à mort de tout un système, de toute une activité économique et ses filières. Le métier du tourisme en ce moment est vraiment mis à mal. À ce point-là, il n'y a pas eu de regain pendant l'été ? Ah non, en tout cas pas pour les agences de voyage et cette filière-là. Non, pas de regain, bien au contraire. Je pense que ça devient de plus en plus critique puisqu'on n'a aucune idée de cette issue. On voit que de plus en plus de pays se ferment, que de plus en plus de pays restent reclus sur eux-mêmes, de compagnies aériennes qui licencient à tour de bras, qui limitent leur programme de vol, ne serait-ce que sur l'aéroport de Nice. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller jeter un coup d'œil, mais il y a à peu près 30 vols par jour dans lesquels sont compris les vols Nice-Paris d'Air France. Et sur ces 30 vols en moyenne par jour, vous en avez plus de la moitié qui s'annulent chaque fois. Et les gens n'ont plus envie de voyager, il y a cette peur du virus ? Je crois qu'on a tout fait pour faire peur aux gens. On a créé une situation anxiogène aujourd'hui où vous n'osez plus sortir, vous n'osez plus vous balader, vous n'osez ne plus rencontrer les gens, vous rentrez dans un ascenseur, l'ascenseur est déjà occupé, vous prenez le suivant. Enfin oui, je crois qu'on a tout fait pour rendre cette situation, la situation que l'on vit aujourd'hui. Je crois qu'on fait peur aux gens, je pense. Et le tourisme d'affaires, lui, n'a pas repris non plus ? Ah non, le tourisme d'affaires, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a annulé tous les congrès, tous les salons ont été annulés. On a annulé, avec les très gros, en commençant par le Monaco Yacht Show, les assureurs. Là, on vient d'annuler le anti-aging, qui était quand même
Donc je crois qu'on a annulé la quasi-totalité des événements en principauté. Un des rares qui reste pour lequel nous travaillons et pour lequel je croise les doigts pour la semaine prochaine, ce sont les assises de la sécurité, mais où 90% du public arrive de Paris, donc il va falloir voir ce qui va être pris comme décision à la sortie du week-end sur Paris. Mais sinon, je crois que le tourisme d'affaires, pareil, subit la même chose. Mise à mort, c'est un mot fort quand même. Est-ce que vous avez peur justement pour votre entreprise ? Ah ben bien sûr. Non, mais je crois que... Alors autant au début du confinement, on se disait ça va durer 30 jours, 45 jours, et nous étions tous confiants en se disant bon, c'est un mauvais moment à passer, on nous parle d'une première vague et puis les choses vont mieux se passer. On a eu la reprise, on s'est rendu compte qu'au contraire, ça s'intensifiait. Et aujourd'hui, on vous parle d'une deuxième vague. C'est-à-dire qu'on a eu la première qu'on n'a pas su gérer, mais on vous parle de la deuxième que visiblement, on sait encore moins bien gérer. Mais on ne fait pas de chiffre d'affaires. Je veux dire, ça fait maintenant, depuis le mois de mars, que l'activité a pas redécollé, que les charges sont là. Alors bien entendu, on nous aide au niveau du gouvernement, mais ça commence à devenir compliqué et ça ne va pas être suffisant. Oui, vous n'avez pas d'indicateur pour l'avenir en fait. Les seuls indicateurs que nous ayons, en tout cas dans notre profession, ce sont les tours opérateurs qui ferment, les compagnies qui se mettent sous des protections de liquidation, des pays qui se ferment et des clients, une clientèle qui a peur, qui ne voyage pas. Est-ce que vous êtes plus optimiste pour votre société d'événementiel, puisque vous avez plusieurs casquettes? Monaco Check-in et Monaco Live Production, c'est le même constat malheureusement, c'est-à-dire que tous les événements s'annulent, la réunion de personnes se limite de plus en plus, les spectacles sont de plus en plus compliqués à faire. On ne trouve aucun assureur aujourd'hui capable de nous assurer en cas d'annulation pour cause Covid. Et bien, si vous regardez, l'intégralité des spectacles sont reportés, alors non plus à la fin de l'année, mais pour la plupart en 2021 et sur 2021, deuxième partie 2021 et pour certains autres spectacles 2022. Moi, je croise les doigts pour les Sérénissimes de l'humour. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les Sérénissimes de l'humour qui se déroulent d'habitude au mois de février-mars sont menacés? Alors cette année, les Sérénissimes seront du 7 au 10 avril. D'accord, donc encore décalé. Décalé. Nous avons notre programmation qui est faite. Malheureusement, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si elles se tiendront ou pas. Mais est-ce que le public sera présent? Je ne sais pas. Moi, je continue à travailler des projets de spectacles pour l'année prochaine. Si on n'arrivera pas à les faire l'année prochaine, eh bien, on les fera l'année suivante. Mais non, je reste quand même optimiste. On arrive quand même, Salim Zegdar, à tenir malgré toute cette inquiétude. À une époque, on se disait que ça n'allait pas durer longtemps, mais aujourd'hui, on a réussi à mettre par terre toute une économie non plus nationale, mais mondiale, internationale et mondiale. On ne sait pas du tout où on va. Alors, il y a certains grands scientifiques comme Donald Trump qui vous annoncent un vaccin dans peu de temps, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Nous, en tout cas, on reste là. Vous voyez, au niveau de l'agence, je garde l'agence ouverte malgré tout, même si j'ai 3/4 du personnel en arrêt. On essaie quand même de garder le lien avec les clients. Vous avez encore du personnel en CTTR ? Ah oui, moi sur 10 personnes, j'en ai 8 qui sont en CTTR et 2 qui sont en CTTR à 50%. Vous voyez, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin du mois de décembre. On nous a posé des questions pour partir, mais on ne sait pas répondre puisque je ne sais pas comment ça va évoluer. Ben oui, parce que vous savez, de temps en temps, on vous parle que peut-être pour la fin de l'année, on risque de se retrouver dans un confinement régional. On ne peut pas dépasser les 100 km. Enfin bon, il y a tout un tas de rumeurs qui circulent. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, voilà, on essaie de rester optimiste. On continue à proposer des produits, même si on ne fait pas de chiffre d'affaires. Mais on essaie d'être présent, d'être là. Merci beaucoup, Salim Zegdar, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Et restons dans le domaine de l'économie avec ce nouveau moyen de lever des fonds plus rapides et moins coûteux, la blockchain. Une loi en principauté offre dorénavant un cadre sécurisé aux entreprises désireuses de recourir à cette technologie. Une commission s'est réunie pour la première fois à ce sujet au ministère d'État. Plus d'explications dans ce reportage signé Vanessa Dessy. C'est une nouvelle économie qui repose sur le numérique. Les startups désireuses de recourir à la technologie de type blockchain se verront offrir un moyen de lever de fonds dans un cadre sécurisé. Une loi prévoit notamment des émissions de jetons sur tout le dispositif d'enregistrement numérique. Ce procédé est soumis à une autorisation administrative obligatoire délivrée par le ministre d'État sous forme d'un label. Ce label qui leur garantira quelque part que
L'investissement est un investissement qui est propre, qui répond à un certain nombre de conditions, notamment à des luttes contre l'économie souterraine, qui respecte les dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc ces sociétés vont pouvoir s'adresser au gouvernement princier, qui a passé un partenariat avec la société Euronext et une de ses filiales, la société Tokeny, leader sur le marché. Et ces sociétés vont donc lever des fonds sur une plateforme sécurisée. Cette plateforme va garantir qu'un certain nombre de contrôles seront opérés sur la qualité des porteurs de projets, sur la qualité des investisseurs pour éviter que l'on se retrouve dans des dispositifs de blanchiment d'argent. L'ensemble de ce dispositif est particulièrement novateur car le gouvernement princier, à travers ce label, s'engage à sécuriser le système. Premièrement, je pense que c'est très important en termes d'image. Monaco se positionne comme un pays novateur, un pays véritablement axé sur l'innovation et les nouveaux modes de financement de cette innovation. Et puis, en ma qualité de conseiller aux finances, j'ai aussi envie de vous répondre que nous y voyons des gisements de création d'emplois, de création de valeur, que ce soit au niveau de la TVA, de l'impôt sur les bénéfices un jour, mais peut-être plus important encore, de trouver des projets liés donc à ces nouvelles technologies qui sont en adéquation avec le positionnement du prince souverain en matière de développement durable. Une commission examinera ainsi si la levée de fonds présente toutes les garanties requises. Et toujours concernant la blockchain, une application vient d'être lancée à Monaco, Frédéric Elion. G999, une application développée par la société allemande GSB Gold Standard Group. Cette application a été présentée lors d'une conférence de presse au salon Jean Cocteau. Elle repose sur la technologie blockchain pour sécuriser et crypter toutes les communications qui ont lieu entre un point A et un point B. Elle propose un service de communication global de manière sécurisée, cryptée et inviolable. Vous l'avez peut-être remarqué hier, plusieurs façades d'établissements en principauté s'étaient illuminées de rose pour un mois particulier. Oui, le Palais Princier, le musée océanographique, le Conseil national ou encore le casino de Monte-Carlo. Toutes les façades de ces bâtiments étaient éclairées en rose hier soir dans le cadre de l'opération Octobre Rose, le mois traditionnellement dédié à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein en principauté. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. En France, 60 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Autre information, Laurent Anselmi a participé à une visioconférence sur l'Alliance pour le multilatéralisme. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération a participé récemment à cette session virtuelle organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle réunissait plus de 60 ministres des Affaires étrangères. L'Alliance pour le multilatéralisme a été lancée le 2 avril 2019 par les ministres français et allemands des Affaires étrangères. C'est un réseau informel de pays unis par la conviction que l'ordre multilatéral fondé sur des règles peut garantir la stabilité et la paix internationale. Dans son allocution, Laurent Anselmi a abordé différents thèmes, la santé, le climat, la transition numérique ou encore l'égalité des sexes. Merci Frédéric. Coup de projecteur à présent sur ce défi que s'est lancé Álvaro de Marichalar. L'aventurier espagnol a débuté un tour du monde en moto aquatique sur les traces de Magellan pour vivre l'aventure à sa manière. Une aventure qui prendra fin en 2022. Bonsoir Álvaro de Marichalar. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? À Monaco, toujours magnifiquement et très content de pouvoir parler de mon aventure avec vous. Oui, justement, où en êtes-vous dans cette aventure? On est arrivé à Miami le 16 mars depuis Monaco, où j'avais parti en novembre. Malheureusement, je devais rester 3 mois et demi à Miami en attendant que les États-Unis s'ouvrent pour pouvoir continuer mon exploit. En raison des conditions sanitaires? Oui, malheureusement, je ne pourrais pas continuer, alors je suis revenu en Europe et j'attends là pour voir quand ils vont ouvrir. On espère bien en novembre, décembre. Est-ce que l'on peut revenir tout d'abord sur
sur l'histoire de cette aventure. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce périple? Bon, on commémore maintenant, dans les années 2019, 2020, 2021 et 2022, le 5e centenaire de la première circumnavigation de la planète qui a commencé Magellan et qui a fini Juan Sebastián Elcano. Une aventure incroyable, financée par Sa Majesté le roi Charles Ier d'Espagne, qui a démontré que notre monde est rond. Alors quel bilan vous tirez de cette première grosse étape, on va dire? Vous êtes parti d'Espagne en août 2019, vous l'avez dit, vous avez fait escale à Monaco en novembre. Quel pays vous avez visité également? Exactement. Je suis parti dans les mêmes jours, à la même heure, de les mêmes lieux où ils sont partis il y a 5 siècles, le 10 août 1519, 10 août 2019. Je suis allé à Biarritz et de là, je suis envoyé mon petit navire à Monaco où je suis parti en novembre vers Gibraltar. Tout ça tout seul, sans bateau soutien. Et depuis Gibraltar, j'ai eu l'appui de mon ami François Fiat, armateur du navire d'exploration Yersin, qui me sont accompagnés de Gibraltar jusqu'à l'île de Guadeloupe, aux Caraïbes. Là, je suis arrivé le jour de Noël, le 25 décembre, et je suis parti peu à peu à San Barth, à San Croix, à Puerto Rico, République dominicaine, Haïti, Cuba, Key West, Miami, tout seul, sans bateau soutien, depuis Guadeloupe à Miami. Et je suis arrivé en mars et je me suis arrêté là pour Force Majeure. Avec votre moto aquatique? Exactement, avec je l'appelle mon petit navire de 3 mètres, mon jet ski, mon moto aquatique, que j'utilise comme un bateau d'exploration, comme un bateau de connaissances, c'est mon yacht, non? En fait, c'est les bateaux transatlantiques plus petits qui existent d'ailleurs. Mais du coup, ça représente combien d'heures par jour en mer, généralement Généralement, j'ai fait 12-14 heures. D'accord. Mais par physiquement, jour, ça doit toujours être debout. éprouvant. Oui, je navigue. Je fais ça comme c'est ma passion depuis 38 ans là. Je navigue toujours debout pour pas m'abîmer les dos. Et je fais des étapes de 100, 150, 200 000 nautiques par jour. Et peu à peu, j'essaye de continuer, sans savoir qu'est-ce qui va se passer l'heure prochaine, comme dans la vie. Et vous avez connu des difficultés en mer? Oui, j'ai eu des difficultés. D'ailleurs, les trajets plus compliqués a été depuis Haïti à Cuba. Le deuxième plus compliqué a été Monaco-Marseille. C'était très compliqué. À cause de quoi? Du vent, des conditions en mer? Exactement, à cause des conditions de mer. Ça caillait, c'était très froid en novembre déjà. Aussi l'étape Marseille-Barcelone, c'était très loin. Je coupais tout le golfe de Lion. Et ça, enfin, c'est très long, mais grâce à Dieu, je pourrais arriver. Est-ce que malgré les conditions sanitaires en ce moment, malgré la crise que l'on vit, est-ce que vous espérez pouvoir finir cette aventure qui doit se clôturer en 2022? L'espoir, c'est la dernière chose qu'on doit perdre dans la vie. Et pour nous les marins, l'espoir, c'est toujours notre vin, notre moteur, notre force. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Moi, je ne sais pas si je vais terminer. Je vais essayer de terminer. Je vais lutter avec toute mon force, avec toute mon détermination pour essayer de faire tout le tour du monde, de retourner ici à mon pays adoré, Monaco, et après continuer à Séville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager cette première partie d'aventure. Merci à vous. Merci beaucoup. Un mot de football à présent. L'AS Monaco se déplace à Brest dimanche pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, Frédéric. 6e au classement à 3 points du leader rennais, l'AS Monaco se rend en Bretagne avec l'ambition de poursuivre son bon début de saison. Niko Kovac devra se passer des services de Dissassi et de Chouameni suspendus. Le technicien assémiste est revenu sur l'arbitrage en Ligue 1. Monaco a déjà écopé de 14 cartons jaunes et 3 rouges en 5 journées. I think now we have the 5th journée
And after the first one, I said, if we are starting or if we are going in this way, I'm sure we will reach as fast as possible 100 and maybe more. So I think in this case, not only for AS Monaco, I watched a lot of other games, and I think the yellow cards the referee showed very, very fast. And if you show someone in the first 5-10 minutes a yellow card, then it's the opportunity to give one player a red card very, very high. We are playing without spectators, and every contact, when someone is shouting the player, you know, it is maybe hurts a little bit, but I think in this case it's not so hard contact. So I would hope that the players are not always doing a spectacular when they're touched. Et sachez qu'après Brest, le week-end prochain, Monaco se déplacera en Autriche durant la trêve internationale pour affronter le Red Bull Salzbourg en match amical vendredi 9 octobre à 18h30. On passe au tennis et à Roland-Garros. Fin de parcours pour Hugo Nys en double. Oui, le représentant de la fédération monégasque de tennis participait au Grand Chelem parisien pour la 4e fois de sa carrière en double. Associé à l'Argentin Andrés Molteni, avec qui il avait gagné le Challenger d'Aix-en-Provence il y a 3 semaines, Hugo a égalé son meilleur résultat porte d'Auteuil. La paire monégasco-argentine a dominé au premier tour les Belges, Gillet Vliegen, en 3-7, 4-6, 6-3, 6-3, avant de s'incliner hier 7-5, 6-4 contre la paire expérimentée Pavic-Suarez, vainqueur du dernier US Open. Autre info tennis, en simple, le monégasque Lucas Catarina a remporté le tournoi futur de Castelo Branco au Portugal la semaine dernière. Merci Frédéric, on se retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Passons à présent à notre rendez-vous littéraire avec le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. L'ouvrage d'aujourd'hui a reçu le prix littéraire Georges Brassens et le prix Stanislas. Ce qu'il faut de nuit est le premier roman de Laurent Petit-Mangin. Je vous propose d'écouter Céline Sabine au micro de Vanessa Dessy. Il s'agit, dans la Lorraine, en milieu ouvrier, de l'histoire d'un père qui élève seul ses 2 fils suite au décès de sa femme. Malgré les difficultés, le chagrin, il faut assumer et il donne tout ce qu'il a justement pour élever ces 2 garçons qu'il aime plus que tout et qu'il admire. Jusqu'au jour où il découvre que son fils aîné traîne avec des jeunes de groupuscules d'extrême droite. Or, ce père est militant socialiste et il se retrouve partagé entre différents sentiments, la déception, la honte, mais l'amour qu'il a toujours pour ce fils. Les relations entre les deux ne s'enveniment pas, mais elles sont réduites comme peau de chagrin. Ils se croisent à la maison, jusqu'au jour où l'irrémédiable se produit et où tout bascule. Le style de ce livre est sans fioriture. Il est direct, franc, et c'est vraiment un roman à découvrir dans cette rentrée littéraire. On passe aux prévisions météo. On l'a vu, nette amélioration au niveau du temps. Quelle est la tendance pour dimanche, Frédéric? Un temps très variable, Émilie, avec un début de matinée ensoleillé, puis petit à petit, le ciel va se couvrir et la pluie va faire son apparition vers midi. L'après-midi sera un mélange d'averses et de courtes éclaircies avec un ciel toujours bien chargé. Il fera 12 degrés le matin et 16 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h30 pour se coucher à 19h07. Dimanche 4 octobre, nous fêterons la Saint-François d'Assise. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Le musée océanographique, la place du Casino ou encore le Palais Princier, les façades de ces lieux emblématiques se sont illuminées de rose pour lancer officiellement la campagne d'Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. On se quitte justement avec les photos de Manuel Vitali. À demain pour le best-of de la semaine.